La jeune réduite au silence par sa famille, mais un milliardaire africain mystérieux a vu en elle quelque chose d'unique. Vous, qu'un seul mot peut sauver une âme brisée, voici l'histoire de Lina Moreau, une jeune couturière réduite au silence depuis l'enfance, qui a vécu des années en étant traitée de menteuse par sa propre famille. Quand un milliardaire africain veuf a croisé son chemin dans les rues de Paris, personne n'imaginait que 2 mots simples, « je te crois », seraient capables de briser des décennies de silence et de douleur. Vous, à un voyage qui vous fera tout remettre en question sur l'amour, la vérité et le courage de recommencer. Le son métallique de la machine à coudre cortait le silence étouffant du petit appartement na periferia de Paris, como uma oração desesperada. Tac, 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 tac. Toujours au même rythme, toujours dans la même cadence qu'elle avait apprise à 12 ans, quand ses petites mains luttaient encore pour atteindre la pédale. Lina Moreau se pencha sur le tissu bleu marine, ses doigts guidant le fil avec une précision qui frôlait le mécanique. À 26 ans, elle connaissait chaque vibration de cette vieille Singer mieux qu'elle ne connaissait les battements de son propre cœur. Les murs étroits de l'appartement semblaient se resserrer autour d'elle comme une étreinte qui suffoque, imprégnée de l'odeur persistante de fer chaud, mêlée à l'arôme douceâtre du parfum bon marché de tante Hélène. La lumière jaunâtre de l'unique ampoule créait des ombres dansantes sur le mur écaillé, tandis que des tissus colorés, rose shocking, vert d'eau, rouge sang, pendaient partout, créant un contraste violent avec la tristesse qui imprégnait chaque coin de cet endroit. « Lina !» La voix rauque résonna dans le couloir étroit. « La robe de Madame Dubois est-elle prête ?»« Presque, ma tante. » La réponse sortit automatique, chuchotée comme tous ces mots. Lina avait appris depuis longtemps que les voix fortes attiraient les problèmes. Les voix fortes posaient des questions, et les questions menaient à des réponses que personne ne voulait entendre. Ses mains s'arrêtèrent. Le silence qui suivit était différent. Pas le silence protecteur qu'elle cultivait depuis des années, mais quelque chose de plus lourd, de plus hanté. Sem aviso, sem piedad. Elle n'avait que 9 ans. L'oncle Marcel, frère de sa mère, était arrivé pour le dîner du dimanche. Il arrivait toujours avec des cadeaux, des poupées pour elle, des vins chers pour les adultes, des sourires larges qui faisaient rire tout le monde. Tout le monde, sauf Lina. « Viens là, petite princesse », disait-il en tendant les bras. « Viens faire un câlin à l'oncle qui t'aime tant. » Mais l'étreinte durait trop longtemps. Les mains descendaient trop bas. Et quand elle avait essayé de le dire, « Lina est jalouse de l'attention », expliqua sa mère à la pièce pleine d'adultes qui hochaient de la tête avec compréhension. Elle traverse une phase difficile. Elle invente des histoires pour attirer l'attention. Inventer des histoires. Les mots résonnaient encore dans son esprit 14 ans plus tard, aussi nets que le jour où ils avaient été prononcés. Inventer des histoires, comme si la douleur était fiction, comme si la peur était théâtre, comme si une enfant de 9 ans était capable d'inventer le poids de mains d'adultes en des endroits où elle n'aurait pas dû être. Lina, la voix de tante Hélène coupa le souvenir comme une lame. Madame Dubois est là. Lina déglutit et revint à la réalité. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle donnait les derniers points à l'ourlet de la robe. C'était un modèle simple, ligne A, sans beaucoup d'ornements. Le type de pièce que les femmes d'âge mûr portaient pour paraître plus jeunes aux fêtes de famille. Elle en avait cousu des dizaines identiques. « J'arrive, ma tante !» Elle se leva, sentant ses articulations protester après des heures courbées sur la machine. L'appartement était trop petit pour cacher quoi que ce soit. 2 chambres minuscules, une cuisine qui tenait à peine une personne, et le salon qui était devenu son atelier improvisé. Il n'y avait pas d'intimité, pas d'échappatoire, seulement les tissus colorés et le bruit constant de la machine, créant une barrière fragile entre elle et le monde. Madame Dubois était dans le salon, conversant avec tante Hélène sur les prix de la viande au marché local. C'était une femme corpulente, d'environ 50 ans, aux cheveux teints en blond et avec une tendance à parler trop fort de sujets qui n'intéressaient personne. « Ah, Lina !» s'exclama-t-elle en la voyant. « Ma chère petite couturière, comme toujours, ponctuelle et efficace. » Lina força un sourire et tendit la robe soigneusement emballée dans du plastique. « J'espère qu'elle vous plaira, Madame Dubois. J'en suis sûre.
Vous avez des mains d'or, ma petite. La femme prit la pièce et l'examina rapidement. Parfait, comme toujours. Hélène, vous avez un bijou ici. Tante Hélène sourit avec fierté propriétaire. Lina a toujours été appliquée. Depuis petite, très responsable, très obéissante. Elle ne donne pas de soucis. Obéissante. Le mot tomba sur Lina comme une pierre dans l'estomac. Obéissante, silencieuse, conveniente. C'est rare de trouver des jeunes comme ça aujourd'hui, continua Madame Dubois. La plupart veulent tout facile, ne connaissent pas la valeur du travail dur. Mais Lina est différente, n'est-ce pas? Oui, murmura Lina en regardant le sol. Merci beaucoup. Après le départ de la cliente, l'appartement retrouva son silence habituel. Tante Hélène compta l'argent avec satisfaction et le rangea dans une boîte métallique qu'elle gardait cachée derrière les casseroles. « Bon travail, Lina !» Elle tapota l'épaule de sa nièce d'un geste qui se voulait affectueux, mais qui semblait plus possessif qu'autre chose. « Tu as encore 3 commandes cette semaine. Il faut que tu restes concentrée. » Lina hocha la tête et retourna à sa machine. Mais avant de s'asseoir, quelque chose attira son regard par la petite fenêtre qui donnait sur la rue. Un mouvement inhabituel. Un homme marchait lentement sur le trottoir d'en face, s'arrêtant de temps en temps pour observer les bâtiments avec curiosité. Il était grand, élégant, malgré sa tenue décontractée, un pull en cachemire noir et un pantalon bien coupé. Sa peau sombre contrastait avec le gris terne de la rue, et il y avait quelque chose dans sa posture qui dégageait une confiance tranquille. Mais ce qui frappa le plus Lina, ce fut l'expression de son visage, quand il leva les yeux vers sa fenêtre. Il ne souriait pas, il n'avait pas l'air de la regarder de manière intrusive, il semblait juste, triste, d'une tristesse qu'elle reconnaissait parce qu'elle la portait elle-même depuis si longtemps. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde, peut-être 2. Puis il détourna les yeux et continua son chemin, disparaissant au coin de la rue comme s'il n'avait jamais existé. « Lina !» La voix de sa tante la fit sursauter. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Rien, ma tante. » Elle s'éloigna de la fenêtre, mais l'image de l'homme élégant restait gravée dans sa mémoire. « Je retourne travailler. » Elle se rassit à sa machine, mais ses mains tremblaient légèrement sur le tissu. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait perturbé la routine. Une présence, un regard qui ne jugeait pas, ne possédait pas, n'exigeait rien. Tac, tac, tac. Le rythme de la machine reprit, mais quelque chose avait changé. Dans le silence de l'appartement, dans le silence de son cœur, une petite fissure venait de s'ouvrir. Midi transformait les rues de la banlieue en miroirs gris, reflétant le ciel bas et les façades fatiguées des immeubles. Lina serra le sac plastique contre sa poitrine, protégeant la robe de mariée qu'elle devait livrer à l'autre bout du quartier. Elle aurait pu prendre le métro, c'était plus rapide, plus pratique, mais quelque chose en elle avait besoin de ces quelques minutes volées à la surveillance constante de tante Hélène. Marcher, c'était respirer. C'était exister dans un espace qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle. Ses pas résonnaient doucement sur le bitume mouillé, créant une mélodie discrète qui se mêlait au bruit distant de la circulation. Les bâtiments qu'elle longeait racontaient l'histoire de ce quartier oublié, crépi écaillé par endroits, graffitis à moitié effacés, fenêtres aux volets fermés comme des paupières fatiguées. Pourtant, il y avait une beauté mélancolique dans cette géographie urbaine, quelque chose que seuls ceux qui avaient appris à trouver la poésie dans l'ordinaire pouvaient percevoir. Elle venait de tourner dans la rue Gambetta quand le bruit du moteur la fit lever les yeux. Une Range Rover noire remontait lentement la rue, ses vitres teintées, reflétant les devantures des magasins fermés. Le contraste était saisissant, cette élégance silencieuse au milieu de la banalité du quotidien, comme un cygne noir posé sur un étang de banlieue. La voiture s'arrêta à sa hauteur. Lina sentit son cœur s'accélérer, pas de peur, mais d'une anticipation inexplicable. La vitre conducteur descendit lentement, révélant le visage qu'elle avait entrevu 3 jours plus tôt, depuis sa fenêtre. « Mademoiselle ?» La voix était grave, posée, avec un accent qui portait les sonorités de l'Afrique de l'Ouest. L'homme la regardait avec cette même expression qu'elle avait remarquée, pas de curiosité déplacée, pas d'intention cachée. Juste une courtoisie simple, presque timide. « Il pleut », dit-il en désignant le ciel d'un geste discret. « Puis-je vous déposer quelque part ?»
Lina hésita. Toute sa vie, on lui avait appris à se méfier des inconnus, surtout des hommes, surtout de ceux qui avaient l'air d'avoir de l'argent. Mais il y avait quelque chose dans le ton de cette voix, dans la manière dont il gardait ses mains bien visibles sur le volant, dans le respect qu'il mettait dans chaque geste, qui désarmait ses défenses habituelles. « Je ne vais pas très loin », murmura-t-elle. « Cela ne me dérange pas. » Il lui sourit, un sourire discret, sans prétention. « Je m'appelle Idriss Kaba. » Il attendit qu'elle décide, sans insister, sans user de cette pression subtile que tant d'hommes employaient. La pluie commençait à tomber plus fort, et le sac plastique ne protégeait plus vraiment la robe de mariée. « Lina !» dit-elle finalement. « Lina Moreau !» Elle contourna la voiture et monta côté passager. L'intérieur était exactement ce qu'elle avait imaginé. Cuir souple, bois précieux, cette odeur particulière des voitures de luxe, mélange de matériaux nobles et de discrétion coûteuse. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le silence. Pas le silence oppressant de l'appartement, mais quelque chose de différent, apaisant. « Où souhaitez-vous aller ?» demanda Idriss en remettant la voiture en marche. « Rue des Lilas, s'il vous plaît. » Elle garda les yeux baissés sur ses mains, encore incertaine. « Vous habitez dans le quartier, pas très loin. » Il négociait les rues étroites avec une aisance qui suggérait qu'il connaissait bien le secteur. « J'ai acheté une maison il y a quelques mois. J'aime ce quartier. Il a une âme. » Lina leva les yeux, surprise. Peu de gens parlaient de la banlieue avec cette tendresse. Pour la plupart, c'était un endroit à fuir, à oublier, à traverser le plus vite possible. Une âme ? Oui. Idriss tourna dans une rue parallèle, ralentissant à cause d'un camion de livraison. Les gens ici connaissent la valeur des choses simples. Il n'y a pas de faux semblants, pas de masque. Ils se tuent, comme s'ils venaient de révéler plus qu'ils ne l'avaient voulu. Lina l'observa discrètement. Il devait avoir la quarantaine, peut-être un peu plus. Ses mains sur le volant étaient élégantes, mais portaient les traces discrètes de celui qui avait connu autre chose que le luxe. Une fine cicatrice sur l'index droit, des ongles courts, pratiques. « Et vous ?» demanda-t-il doucement. « Vous êtes né ici ?» « Non. » Elle resserra son étreinte sur le sac plastique. « Je viens de Bordeaux, mais j'habite ici depuis l'adolescence. » Elle ne précisa pas pourquoi elle avait quitté Bordeaux. Certaines histoires étaient trop lourdes pour être racontées à un inconnu, même bienveillant. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Dehors, la pluie dessinait des rivières sur les vitres, transformant le paysage urbain en aquarelle floue. Lina sentait la chaleur de l'habitacle détendre ses épaules, apaiser une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié comment c'était de ne pas la voir. « Qu'est-ce que vous transportez avec tant de précaution ?» demanda Idriss, avec un sourire dans la voix. « Une robe de mariée ?» Lina rougit légèrement. « Je suis couturière. Enfin, je coude à domicile. C'est un beau métier. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui surprit Lina. Créer de la beauté avec ses mains, permettre aux gens de se sentir beaux. Personne n'avait jamais décrit son travail ainsi. Pour tante Hélène, c'était un gagne-pain. Pour les clientes, c'était un service. Mais créer de la beauté, l'expression fit naître une chaleur inattendue dans sa poitrine. « Voilà », dit-elle en reconnaissant l'immeuble où habitait sa cliente. « C'est ici. » Idriss gara la voiture devant l'entrée. Lina prit son sac et se tourna vers lui. « Merci, c'était très gentil, c'était naturel. » Il la regardait avec cette même expression qu'elle avait remarquée depuis sa fenêtre. Quelque chose de mélancolique, de compréhensif. « Peut-être nous croiserons-nous à nouveau dans le quartier. »« Peut-être, » murmura-t-elle. Elle descendit de la voiture et se dirigea vers l'immeuble. Avant d'entrer, elle se retourna. Idriss n'était pas parti. Il la regardait s'éloigner, non pas avec insistance, mais avec une bienveillance qui lui donna envie de pleurer sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle lui fit un petit signe de la main. Il répondit par un sourire discret, puis démarra doucement, disparaissant dans le brouillard de pluie. Lina monta les 3 étages qui menaient à l'appartement de sa cliente, mais ses pensées étaient restées dans cette voiture, dans ce moment de paix inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait rencontré quelqu'un qui la regardait sans rien attendre d'elle, sans jugement, sans possession, juste de la reconnaissance, d'humain à humain. Et cette sensation était si rare, si précieuse,
qu'elle la serra contre son cœur comme un secret. Les jours qui suivirent leur première rencontre prirent une teinte différente pour Lina. Elle se surprenait à regarder par la fenêtre plus souvent qu'à l'ordinaire, ses yeux scrutant machinalement la rue en espérant apercevoir la silhouette élégante d'Idriss. Ce n'était pas de l'obsession, du moins elle se l'affirmait, mais plutôt une curiosité nouvelle, comme si cet homme avait réveillé en elle une partie endormie depuis longtemps. Là, la première fois, c'était un jeudi matin. Elle se rendait au marché pour acheter du fil à broder, quand elle le vit sortir de la boulangerie chez Fatima, un sac de pain sous le bras. Il portait un imperméable beige qui lui donnait l'allure d'un personnage de film noir. Et quand leurs regards se croisèrent, il lui adressa ce même sourire discret que dans la voiture. Un simple hochement de tête, rien de plus. Mais ce rien était chargé de reconnaissance mutuelle. « Qui c'est celui-là ?» chuchota Madame Ben Ali, la voisine du troisième, qui ne ratait jamais une occasion de glaner des ragots. « Il traîne souvent dans le coin ces derniers temps. »« Je ne sais pas, » mentit Lina, détournant rapidement le regard. Mais Madame Ben Ali avait l'œil exercé des commères de quartier. « Il a l'air riche. Tu as vu sa montre? Et ses chaussures? Des chaussures italiennes, ça. Qu'est-ce qu'un homme comme ça vient faire ici ?» La deuxième fois, ce fut le samedi après-midi. Lina livrait une robe chez Madame Quadio, une Ivoirienne qui tenait un salon de coiffure, rue Voltaire, quand elle l'aperçut à travers la vitrine. Il était arrêté devant la pharmacie d'en face, mais il ne semblait pas attendre quelqu'un. Il regardait simplement la rue, les gens qui passaient, avec cette expression qu'elle commençait à reconnaître, une mélancolie tranquille, comme celle de quelqu'un qui observe la vie des autres de loin. « Tu connais ce monsieur ?» demanda Madame Quadio en suivant son regard. « Pas vraiment. » La coiffeuse, une femme dans la cinquantaine, au geste précis et au regard perçant, ajusta ses lunettes. « Il passe souvent par ici. Mes clientes m'en parlent. Elles disent qu'il a acheté la villa des Moreau, tu sais, celle qui était fermée depuis 3 ans. La villa des Moreau. » Lina la connaissait de vue. Une maison bourgeoise des années 1920, avec un petit jardin entouré de grilles en fer forgé. Elle avait appartenu à un couple âgé qui était parti vivre chez leur fille en province après la mort de M. Moreau. La maison était restée vide longtemps. « Il vit seul ?» demanda Lina malgré elle. « Apparemment, oui. » Madame Quadio baissa la voix, adoptant le ton de la confidence. Madame Touré, qui fait le ménage chez les voisins, dit qu'on ne voit jamais de femme entrer ou sortir. Juste lui, et parfois des livreurs avec des meubles, des tableaux. Il refait tout l'intérieur, paraît-il. Un veuf, pensa Lina. Cela expliquerait cette tristesse qu'elle percevait dans ses yeux, cette solitude élégante qui l'entourait comme un manteau invisible. La 3e fois qu'elle le vit, ce fut le lundi suivant, et cette rencontre fut différente des autres. Lina revenait de chez le marchand de tissus, les bras chargés de plusieurs mètres de soie sauvage, commandés par une cliente exigeante. Le poids des rouleaux lui faisait mal aux épaules, et elle s'arrêta pour reprendre son souffle devant le petit square abandonné qui occupait l'angle de sa rue. C'était là qu'elle le trouva, assis seul sur un banc usé par les intempéries. Il ne lisait pas, il ne regardait pas son téléphone. Il était simplement assis, les mains jointes sur ses genoux, contemplant la fontaine cassée qui n'avait pas fonctionné depuis des années. Il y avait quelque chose de si profondément solitaire dans cette image que Lina sentit sa gorge se serrer. Elle hésita un long moment. Passer sans dire bonjour lui sembla soudain cruel. S'approcher lui paraissait audacieux. Mais quelque chose dans cette solitude partagée, car elle reconnaissait sa propre solitude dans la posture d'Idriss, la poussa à faire quelques pas vers le banc. Il leva les yeux quand il entendit ses pas sur le gravier. Son visage s'éclaira imperceptiblement, pas d'un sourire, mais d'une lueur de reconnaissance qui réchauffait ses traits. « Bonjour, Lina. »« Bonjour, Monsieur Kaba. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Vous allez bien ?» Il y eut un silence. Pas gênant, mais chargé de sens, comme si cette question simple touchait quelque chose de plus profond qu'elle n'en avait l'intention. « Certains jours sont plus difficiles que d'autres, » dit-il finalement. « Et vous, comment se portent vos créations ?» Elle sourit malgré elle. « Mes créations, j'aime bien cette façon de parler de mes robes. C'est ce qu'elles sont, non ?
des créations. Il désigna le banc à côté de lui d'un geste discret. « Vous voulez vous asseoir? Vos paquets ont l'air lourds. » Lina posa ses rouleaux de tissu et s'assit, laissant un espace respectueux entre eux. De près, elle pouvait voir les détails de son visage, les rides discrètes au coin des yeux, qui parlaient plus de sourire que de soucis, une petite cicatrice sur la tempe gauche, la barbe soigneusement taillée qui grisonnait légèrement. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle. « Quand j'ai besoin de réfléchir. » Il regarda à nouveau la fontaine brisée. « C'est étrange comme les endroits cassés peuvent être apaisants, vous ne trouvez pas ?» Lina suivit son regard. La fontaine avait dû être belle, autrefois, 3 niveaux de bassin en pierre sculptée, surmontés d'une statue d'Angelot dont il ne restait que la moitié. Maintenant, elle était remplie de feuilles mortes et de détritus. Mais il y avait effectivement quelque chose de touchant dans cette décrépitude, une beauté mélancolique. « Oui, » murmura-t-elle, « je comprends. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Mais ce silence n'avait rien d'oppressant. C'était le silence de 2 solitudes qui se reconnaissent, qui se respectent, mutuellement. « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans, » dit soudain Idriss, si doucement que Lina crut d'abord avoir mal entendu. Elle tourna la tête vers lui, surprise par cette confidence inattendue. Elle s'appelait Claire. Il souriait en prononçant ce nom, mais ses yeux brillaient d'une tristesse contenue. « Nous avions acheté cette maison ensemble, vous savez, la villa rue des Roses. C'était son rêve d'avoir un jardin en France. Je suis désolé, » chuchota Lina. Elle aimait ce quartier. Elle disait qu'il avait une âme authentique. Il se tourna vers elle. « C'est pour cela que je suis resté après sa mort. Je me sens proche d'elle ici. » Lina sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette douleur qu'il portait, cette fidélité à un amour perdu, touchait en elle une corde sensible qu'elle ne savait même pas posséder. « Et vous ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce square oublié ?» Elle faillit répondre « Rien », par habitude. Mais quelque chose dans la sincérité d'Idriss, dans la confiance qu'il venait de lui témoigner, lui donna envie d'être honnête. « Parfois, j'ai besoin de respirer loin de chez moi. » Il hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. C'était cela qui la troublait le plus chez cet homme, cette capacité à entendre ce qu'elle ne disait pas, à respecter ses silences sans essayer de les forcer. « Nous sommes tous les 2 des exilés du bonheur, on dirait, » murmura-t-il avec un sourire triste. Cette phrase résonna en Lina longtemps après qu'ils se furent séparés. Des exilés du bonheur. Elle n'aurait pas su mieux définir ce qu'elle ressentait depuis si longtemps. Le ciel de ce mercredi soir avait cette couleur plombée qui annonce les orages violents. Lina aurait dû rentrer plus tôt, mais Madame Pernaut, sa cliente la plus exigeante, avait insisté pour 3 retouches supplémentaires sur sa robe de cocktail. Le décolleté n'est pas assez plongeant, puis finalement si, trop plongeant, puis les manches sont trop courtes d'1 centimètre. 3 heures de patience infinie pour quelques euros de plus et un lot de critiques déguisées en compliments. Quand Lina sortit enfin de l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement, les premières gouttes commençaient déjà à tomber. Elle serra contre elle le sac contenant ses affaires de couture et se dirigea vers l'arrêt de métro d'un pas pressé. Elle n'eut pas le temps d'y arriver. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme une pluie fine se transforma en déluge. Les égouts, mal entretenus dans ce quartier pourtant privilégié, débordèrent rapidement, transformant les rues en rivières boueuses. Lina se réfugia sous l'auvent d'une pharmacie fermée, mais l'eau ruisselait de partout, trempant ses chaussures et remontant le long de ses jambes. Son sac, censé être imperméable, commençait à laisser passer l'humidité. À l'intérieur, ses ciseaux de couture, son maître ruban hérité de sa grand-mère, ses aiguilles précieusement classées, tout son univers professionnel risquait d'être détruit. Elle regarda autour d'elle, cherchant un abri plus sûr, quand une voiture s'arrêta devant la pharmacie. Une Range Rover noire aux vitres teintées. Son cœur fit un bond. La vitre passager se baissa, révélant le visage familier d'Idriss. « Lina !» Il semblait sincèrement inquiet. « Qu'est-ce que vous faites là? Montez, vous allez attraper la mort !» Cette fois, elle n'hésita pas. Elle courut vers la voiture et s'engouffra à l'intérieur, claquant la portière, juste au moment où un éclair zébrait le ciel. « Mon Dieu !»
haleta-t-elle. Ça tombe vraiment fort. Vous êtes trempé. Idriss se pencha vers la banquette arrière et attrapa une serviette propre. Tenez, séchez-vous un peu. Elle accepta la serviette avec reconnaissance et commença à essuyer ses cheveux dégoulinants. L'habitacle de la voiture lui sembla soudain un cocon de chaleur et de sécurité au milieu du chaos météorologique. « Où habitez-vous exactement ?» demanda Idriss en remettant le contact. « Je vous ramène chez vous, rue Marceau dans le 19e. » Mais elle marqua une pause en regardant les trompes d'eau qui s'abattaient sur le pare-brise. « Je ne pense pas que ce soit prudent de conduire par ce temps. » Comme pour confirmer ces mots, un autre éclair illumina la rue, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant. Plusieurs voitures s'étaient arrêtées sur le côté, leur conducteur préférant attendre que l'orage passe. « Vous avez raison. » Idriss réfléchit un moment. « Écoutez, j'habite à 5 minutes d'ici. Si cela ne vous dérange pas, nous pourrions attendre là-bas que la tempête se calme ?» Lina hésita. Aller chez un homme qu'elle connaissait à peine. Toute sa vie, on lui avait appris que c'était dangereux, imprudent, inconvenant. Mais en regardant Idriss, ses mains posées calmement sur le volant, son expression respectueuse qui ne cherchait rien d'autre qu'à l'aider, elle ne ressentait aucune crainte. Au contraire. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Le trajet jusqu'à la villa fut un parcours du combattant. Les rues étaient inondées, la visibilité réduite à quelques mètres. Idriss conduisait avec une concentration totale, évitant les plaques d'eau les plus profondes, s'arrêtant quand les essuie-glaces ne suffisaient plus à dégager la vue. Quand ils arrivèrent enfin devant la grille en fer forgé de la villa, Lina fut impressionnée malgré elle. La maison était plus belle que ce qu'elle avait imaginé. Façade en pierre blanche, volets bleu lavande, un petit jardin soigné malgré la saison. Même sous la pluie battante, l'endroit dégageait une élégance tranquille. « Courez !» cria Idriss en sortant de la voiture. Ils se précipitèrent vers l'entrée, pataugeant dans les flaques, trempés de nouveau en quelques secondes. Idriss ouvrit la porte avec des gestes rapides et ils se retrouvèrent dans le hall d'entrée, dégoulinant mais en sécurité. « Nous voilà beaux !» rit Lina malgré elle, contemplant leurs vêtements trempés. « Attendez-moi ici » dit Idriss. « Je vais chercher des serviettes propres et quelque chose de sec à vous mettre. » Il disparut dans l'escalier, la laissant seule dans l'entrée. Lina en profita pour observer les lieux. Le hall était spacieux, au sol recouvert de tommettes anciennes, avec un escalier en bois ciré qui menait à l'étage. Mais ce qui attira son attention, ce furent les détails. Un vase de fleurs fraîches sur la console, une paire de chaussures de femme soigneusement rangées près de la porte, une écharpe en soie accrochée au porte-manteau. Des affaires de femme, conservées avec un soin maniaque. Idriss redescendit avec une brassée de serviettes et un peignoir en soie. « C'était à Claire », dit-il simplement en voyant son regard. « Vous pouvez vous changer dans la salle de bain là-bas. Je vais préparer du thé. » Sa voix était neutre, mais Lina perçut l'émotion contenue. Ces objets n'étaient pas des reliques poussiéreuses, mais des présences vivantes. Une façon de maintenir Claire dans le quotidien, de ne pas la laisser devenir juste un souvenir. Elle se changea dans la petite salle de bain attenante à l'entrée. Le peignoir sentait encore le parfum de sa propriétaire, quelque chose de délicat entre la pivoine et la bergamote. En l'enfilant, Lina eut l'impression étrange d'endosser la peau d'une autre, de marcher dans les traces d'une femme qu'elle ne connaîtrait jamais. Quand elle ressortit, Idriss l'attendait dans le salon avec un plateau de thé. La pièce était magnifique, haut plafond, parquet en point de Hongrie, cheminée en marbre. Mais là aussi, la présence de Claire était partout. Ses livres dans la bibliothèque, ses coussins brodés sur le canapé, ses photos discrètement disposées sur les étagères. « Asseyez-vous », dit Idriss en lui tendant une tasse fumante. « C'est du thé à la menthe. » Claire adorait ça. Lina s'installa dans un fauteuil en velours bleu, serrant la tasse chaude entre ses mains. Dehors, l'orage continuait de faire rage, mais à l'intérieur, une paix étrange régnait. « Parlez-moi d'elle », dit-elle doucement. Idriss la regarda avec surprise. « Vous voulez vraiment l'entendre ?» Oui, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis qu'elle le connaissait. Elle était médecin, pédiatre. Nous nous sommes rencontrés à Dakar, à l'hôpital où elle faisait sa coopération. Il but une gorgée de thé, les yeux perdus dans ses souvenirs.
Elle soignait les enfants le jour et apprenait le Wolof le soir. Elle voulait comprendre leurs histoires, pas seulement leurs symptômes. Elle vous a suivi en France? Non. Son sourire devint mélancolique. C'est moi qui l'ai suivie. Elle avait reçu une proposition pour travailler dans un hôpital parisien. Pour elle, j'ai tout quitté. Mes affaires au Sénégal, ma famille, mes habitudes. Vous ne le regrettez pas? Comment regretter d'avoir aimé? Il posa sa tasse et la regarda dans les yeux. Même si cet amour se termine par la douleur, il nous transforme, il nous rend meilleurs. Lina sentit sa gorge se serrer. Quand avait-elle entendu parler de l'amour ainsi pour la dernière fois? Comme d'une force transformatrice, pas comme d'un piège ou d'une faiblesse. Et maintenant, chuchota-t-elle, maintenant, j'apprends à vivre avec son absence. Certains jours, c'est plus facile que d'autres. Il se pencha vers elle. Et vous, Lina, avez-vous déjà aimé? La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela avec cette simplicité, cette sincérité. Non, admit-elle. Je ne crois pas avoir jamais eu cette chance. Pourquoi dites-vous cette chance? Elle hésita, cherchant les mots justes. Parce que l'amour me fait peur. Les gens qui disent vous aimer peuvent aussi vous faire du mal. Il y eut un long silence. Dehors, l'orage commençait à se calmer, les éclairs s'espaçaient, la pluie diminuait d'intensité. Vous avez raison, dit finalement Idriss. Les gens qui nous aiment peuvent nous blesser, mais ils peuvent aussi nous guérir. La question est de savoir reconnaître la différence. Lina leva les yeux vers lui et il eut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans aucun regard masculin. Une tendresse sans condition, une patience infinie. Pour la première fois de sa vie, elle se dit qu'elle commençait peut-être à comprendre la différence dont il parlait. Le retour à la réalité fut brutal. Quand Lina poussa la porte de l'appartement rue Marceau ce soir-là, encore imprégnée de l'odeur du parfum de Claire et de la chaleur du thé à la menthe, elle trouva tante Hélène assise à la table de la cuisine, les bras croisés et le visage fermé. L'attitude de sa tante était celle d'un juge attendant l'accusé, et Lina comprit immédiatement qu'elle allait devoir rendre des comptes. « Où étais-tu » La question tomba sèchement, sans préambule. « Chez une cliente, Madame Pernaut. Il y avait des retouches urgentes. Jusqu'à 9 heures du soir, le ton montait, chargé de suspicion. Et d'où sortent ces vêtements? Ce n'est pas ta robe. » Lina baissa les yeux sur le peignoir en soie qu'elle portait encore. Dans la précipitation du départ, après que l'orage fut passé, elle avait oublié de remettre sa propre tenue trempée. Il y a eu un orage terrible. J'ai trouvé refuge chez quelqu'un. Chez quelqu'un? Les yeux de tante Hélène se rétrécirent dangereusement. Chez qui exactement? Lina hésita. Elle connaissait ce regard, cette intonation. C'était le même que quand elle était adolescente et rentrait 5 minutes en retard de l'école. L'interrogatoire qui commençait, les soupçons, les accusations à peine voilées. Un voisin, quelqu'un de bien, il m'a juste aidé à... Il. Tante Hélène se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol carrelé. Tu étais chez un homme. Lina, as-tu perdu la tête? Ma tante, ce n'est pas ce que vous pensez. Il pleuvait, j'étais trempé. Il a juste quoi? La voix de tante Hélène monta d'un cran. Tu crois que je suis né de la dernière pluie, un homme qui offre l'hospitalité à une jeune femme seule, qui lui prête des vêtements. Tu sais ce qu'il attend en retour? Lina sentit ses joues s'enflammer. Il n'attend rien du tout. C'est un homme respectable, veuf, il était juste. Veuf! Tante Hélène eut ce sourire cruel qu'elle maîtrisait si bien. Et bien sûr, il te l'a dit comme ça, spontanément. Tu es vraiment naïve, ma pauvre Lina. Les hommes comme ça savent mentir. Ils savent dire exactement ce que les femmes vulnérables veulent entendre. Femme vulnérable. Les mots frappèrent Lina comme une gifle. Je ne suis pas vulnérable, dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement. Ah non! Tante Hélène s'approcha, pointant un doigt accusateur. Une fille sans diplôme, sans argent, sans famille proche, excepté moi, qui vit encore chez sa tante à 26 ans. Si ce n'est pas de la vulnérabilité, alors qu'est-ce que c'est? J'ai un métier. Je gagne ma vie. Tu gagnes des miettes, explosa tante Hélène. Sans moi, tu serais à la rue. Le silence qui suivit fut pesant. Lina savait que sa tante n'avait pas entièrement tort. Financièrement,
Elle était effectivement dépendante. Mais cette dépendance, qui l'avait créée? Écoute-moi bien, continua tante Hélène d'une voix plus calme mais menaçante. Demain, Madame Leroy vient prendre le thé. Elle amènera son fils Julien. Tu te souviens de Julien? Lina se raidit. Julien Leroy, 32 ans, employé à la RATP, divorcé avec un enfant. Il est sérieux, lui. Il a un travail stable, un appartement, une situation claire. Il cherche une femme rangée pour refonder une famille. Je ne veux pas épouser Julien Leroy. Tu ne veux pas? Tante Hélène se rapprocha encore. Et qu'est-ce que tu veux exactement? Ton mystérieux veuf en Range Rover? Tu crois qu'il va t'épouser? T'emmener dans son château? Ma pauvre petite fille, tu rêves. Tu as toujours rêvé depuis que tu es gamine. Tu préfères tes fantasmes à la réalité, comme ta mère me l'avait dit. T'as tendance à enjoliver les choses, à inventer des histoires quand la réalité ne te convient pas. Je n'invente rien, murmura Lina. Vraiment? Tante Hélène s'assit à nouveau. Alors explique-moi comment un homme riche, éduqué, habitant une belle maison, s'intéresse soudain à une petite couturière de banlieue. Explique-moi quel intérêt il peut avoir pour toi, à part l'évident. Demain, 15 heures, tu seras là, tu mettras ta robe bleue, celle qui te va bien, et tu seras aimable avec Julien. Il mérite au moins cela. Restée seule dans la cuisine, Lina s'effondra sur une chaise. Le peignoir en soie, qui lui avait semblé si doux quelques heures plus tôt, lui pesait maintenant comme un mensonge. Elle le retira et le plia soigneusement, respirant une dernière fois le parfum de Claire. Par la fenêtre, elle apercevait les lumières du quartier qui s'éteignaient une à une. Des vies rangées, prévisibles, sécurisantes. Des vies comme celles que tante Hélène voulait lui imposer avec Julien Leroy. Ce vraiment si mal. Était-ce de la lâcheté que de préférer la sécurité à l'incertitude? Le parfum arriva avant elle. Lina reconnut immédiatement l'eau de toilette Chanel No. 5 que sa mère portait depuis toujours, cette signature olfactive qui avait marqué son enfance et qui maintenant, à 26 ans, lui donnait encore des sueurs froides. Elle était en train de coudre un ourlet quand l'odeur se répandit dans l'escalier, précédant de quelques secondes le bruit caractéristique des talons loup-boutin sur les marches usées. Madeleine Moreau entra dans l'appartement sans frapper, comme elle le faisait toujours. Grande, élégante, les cheveux blonds parfaitement coiffés malgré le voyage en train depuis Bordeaux, elle portait un tailleur beige qui devait coûter plus que ce que Lina gagnait en 3 mois. « Ma chérie » s'exclama-t-elle en ouvrant les bras, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Tu as l'air fatiguée, tu travailles trop, encore. » Lina se leva de sa machine à coudre et accepta l'embrassade rituelle. Joue droite, joue gauche, sans véritable contact. Sa mère sentait bon, comme toujours, un mélange de parfums hors de prix, de crème de luxe et de cette fraîcheur artificielle que donnent les produits de beauté coûteux. « Bonjour maman, tante Hélène ne m'avait pas dit que tu venais. C'est une surprise. » Madeleine parcourut l'appartement du regard, et Lina vit ses lèvres se pincer légèrement à la vue du désordre créatif qui régnait dans le salon, transformé en atelier. « Hélène m'a téléphoné hier. Elle s'inquiète pour toi, bien sûr. » Lina aurait dû s'y attendre. Tante Hélène et sa mère formaient une alliance tacite depuis des années. Elle s'inquiète de quoi, exactement? Assieds-toi, ma chérie. Madeleine désigna le canapé d'un geste gracieux. Nous devons parler. Lina resta debout. De quoi voulons-nous parler? De ta tendance à t'emballer, à idéaliser les situations. Sa mère s'assit avec précaution, croisant les chevilles comme on le lui avait appris. Hélène me dit que tu fréquentes quelqu'un. Un homme que tu connais à peine. Je ne fréquente personne, j'ai rencontré quelqu'un, c'est tout. Quelqu'un qui t'offre des cadeaux, qui t'invite chez lui. Madeleine sortit une enveloppe beige de son sac à main. Ma chérie, nous en avons déjà parlé par le passé. Tu as tendance à mal interpréter les intentions des gens. L'enveloppe. Cette maudite enveloppe que Lina pensait ne jamais revoir. Pourquoi tu ressors ça? La voix de Lina était devenue un souffle. Parce que j'ai peur que tu recommences. Madeleine ouvrit l'enveloppe. Patiente, présentant des troubles de la réalité, tendance à la fabulation, recherche d'attention par l'invention d'événements traumatisants. Tu te souviens? Chaque mot était une lame. Lina se souvenait parfaitement de ce docteur Beaumont, psychiatre ami de la famille. Il ne m'a jamais cru,
murmura Lina. Tu lui avais déjà dit quoi penser avant même que je le rencontre. Je lui avais dit la vérité. La voix de Madeleine monta légèrement, puis redescendit aussitôt. Que tu accusais ton oncle de choses terribles sans aucune preuve. Ce n'étaient pas des mensonges. Lina, sa mère se pencha vers elle. Ma chérie, écoute-moi, ton oncle Marcel est mort l'année dernière. Cancer du poumon. Dans ces derniers moments, j'étais là. Il m'a dit qu'il te pardonnait pour toutes ces accusations injustes qui ont empoisonné ces dernières années. Lina sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'oncle Marcel était mort et sa mère ne lui avait jamais dit « Il te pardonnait ?» Oui, parce qu'il savait que tu étais malade, que ce n'était pas vraiment ta faute. Madeleine replia soigneusement le rapport. C'est pour cela que je suis venu, parce que Hélène me dit que tu recommences, que tu t'inventes une histoire d'amour avec un homme qui ne peut avoir que de mauvaises intentions. Tu ne le connais même pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai de l'expérience. Je sais reconnaître les prédateurs. Et si tu te trompais, dit soudain Lina, la voix plus forte. Et si, pour une fois dans ma vie, quelqu'un était sincèrement gentil avec moi? Je vois, tu recommences. Les accusations, les insinuations, exactement comme à l'époque. Elle sortit une carte de visite. Docteur Élise Morvan, psychiatre. Une collègue du docteur Beaumont. Je lui ai parlé de ta situation. Elle peut te recevoir dès demain. Je ne verrai aucun psychiatre. Si tu iras, pour la première fois, le masque de bienveillance de Madeleine glissa légèrement. Ou alors, tu assumeras seul les conséquences de tes choix. Financièrement, j'entends. La menace était claire. Tu me fais chanter, je te protège, contre tes propres pulsions destructrices. Madeleine remit son manteau. Tu as jusqu'à demain soir pour réfléchir. Soit tu prends rendez-vous avec le docteur Morvan, soit tu trouves autre chose que mes subsides pour vivre. Et Lina, cet homme, quel qu'il soit, méfie-toi. Les hommes comme lui ne s'intéressent aux filles comme toi que pour une seule chose. Ne refais pas les erreurs du passé. La porte claqua, laissant derrière elle un sillage de parfums et de menaces. Lina resta immobile au milieu du salon, regardant la carte de visite posée sur la table, comme si c'était un serpent venimeux. Elle prit la carte et la déchira lentement en petits morceaux qu'elle jeta dans la corbeille. Le doute, cette arme favorite de sa mère, s'insinuait de nouveau en elle comme un poison familier. Et si elles avaient raison? Et si tout ce qu'elle ressentait pour Idriss n'était qu'une construction de son esprit défaillant? 3 jours passèrent sans que Lina sorte de l'appartement. 3 jours pendant lesquels elle cousit mécaniquement, mangeant à peine, parlant encore moins. Tante Hélène avait organisé le fameux thé avec Julien Leroy, qui s'était révélé exactement tel que Lina l'imaginait, gentil d'une gentillesse fade, prévisible dans ses opinions, rassurant dans sa médiocrité. Il avait parlé de son travail au métro, de son fils de 8 ans qu'il voyait un week-end sur 2, de ses projets d'achat d'un pavillon en banlieue. « Il est parfait pour toi », avait commenté tante Hélène. « Stable, sérieux, pas le genre à te faire tourner la tête avec des promesses impossibles. » Mais Lina n'arrivait pas à chasser l'image d'Idriss de son esprit. Ses mains quand il tenait sa tasse de thé, sa voix quand il parlait de Claire, ce regard où elle avait lu une tendresse qu'elle n'avait jamais rencontrée ailleurs. Était-ce de l'illusion, de la fabulation, comme disait sa mère? Le mercredi soir, n'y tenant plus, elle sortit. Elle avait prétexté devoir acheter des boutons chez le mercier, mais ses pas la menèrent naturellement vers la villa rue des Roses. Elle s'arrêta devant la grille, hésitante, tenant le sac contenant le peignoir en soie qu'elle devait rendre. De la lumière filtrait à travers les rideaux du salon. Avant qu'elle puisse changer d'avis, la porte d'entrée s'ouvrit. « Lina ?» Idriss apparut sur le seuil, surprise et inquiétude mêlées dans sa voix. « Qu'est-ce qui vous amène ? Tout va bien ?» Il portait un pull en laine gris et un jean, tenue décontractée, qui le rendait plus accessible, plus humain. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et il y avait dans son expression une fatigue qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je venais vous rendre ceci, dit-elle en tendant le sac. Votre peignoir, celui de votre épouse. Je l'ai fait nettoyer. » Il prit le sac mais ne le regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur le visage de Lina. « Vous avez l'air triste, dit-il doucement. Voulez-vous entrer ?»
Elle hocha la tête, incapable de parler. Il s'effaça pour la laisser passer. Le salon était exactement comme dans son souvenir, mais ce soir, il dégageait une mélancolie particulière. Sur la table basse, elle aperçut un album photo ouvert et comprit qu'Idriss était en train de regarder des souvenirs de Claire. « Du thé ?» proposa-t-il. « Volontiers. » Ils s'installèrent dans les mêmes fauteuils que la dernière fois, mais l'atmosphère était différente, plus lourde, chargée de non-dits. « Lina ?» dit finalement Idriss, après avoir servi le thé, « je ne vous connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que quelque chose vous tourmente. Est-ce indiscret de vous demander quoi ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise par la directe bienveillance de la question. Personne ne lui demandait jamais comment elle allait réellement. « Ma famille, » murmura-t-elle. « Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quoi? Que je puisse être heureuse, ou du moins malheureuse qu'avant. » Elle posa sa tasse, les mains tremblantes. « Ils pensent que je fabule, que j'invente des histoires. » Idriss fronça les sourcils. « Quelles histoires ?» Et là, sans savoir pourquoi, peut-être parce qu'il y avait dans sa voix une sincérité qu'elle n'avait jamais entendue ailleurs, Lina commença à parler. Elle lui raconta l'oncle Marcel, les dimanches en famille où elle redoutait ses câlins, les mains qui s'attardaient, qui exploraient, qui prenaient ce qui ne leur appartenait pas. Elle lui raconta comment elle avait essayé de le dire, à 9 ans, avec ses mots d'enfant maladroits et terrorisés. « Il me disait que c'était notre secret, » chuchota-t-elle, les yeux fixés sur ses mains, « que si je le disais, personne ne me croirait. Quand j'ai fini par le dire à ma mère, elle m'a regardé avec cet air de dégoût, pas pour lui, pour moi. Elle m'a dit que j'avais une imagination malsaine. » Sa voix se brisa. Idriss tendit la main vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin, respectant son espace. « Et puis il y a eu le psychiatre, » reprit-elle, « le docteur Beaumont. Ma mère m'y a emmené pour me faire soigner. Il a conclu que j'avais des troubles de la réalité, que j'inventais des traumatismes pour attirer l'attention. Quel âge aviez-vous? 15 ans. Mais les incidents avec l'oncle Marcel avaient duré de mes 9 ans à mes 13 ans, jusqu'à ce que je devienne trop âgé pour l'intéresser. » Idriss ferma les yeux un instant, comme s'il encaissait un coup. Quand il les rouvrit, elle y lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une colère froide, maîtrisée, mais absolue. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix très calme. « Maintenant, ils disent que je recommence, que je m'invente une histoire avec vous, que vous ne pouvez pas être sincèrement intéressé par moi. » Les larmes qu'elle retenait depuis 3 jours commencèrent enfin à couler. « Ils disent que je suis fragile, vulnérable, que je ne sais pas distinguer la réalité de mes fantasmes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé son avis sur sa propre santé mentale. « Je ne sais plus, » avoua-t-elle. « Mais parfois, je me dis qu'ils ont peut-être raison, que je m'imagine des choses qui n'existent pas. » Idriss se leva de son fauteuil et vint s'agenouiller devant elle, prenant délicatement ses mains dans les siennes. Le geste était si inattendu, si tendre, que Lina sursauta. « Regardez-moi, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, troublée par cette proximité, par la chaleur de ses mains sur les siennes. « Lina, » dit-il d'une voix claire et ferme, « je te crois. » 3 mots. 3 mots simples qui firent l'effet d'un séisme dans son cœur. « Tu me crois ?» répéta-t-elle dans un souffle. « Je te crois », répéta-t-il avec la même conviction. « Je crois qu'un homme a abusé de toi quand tu étais enfant. Je crois que ta famille t'a fait taire au lieu de te protéger. Tu as été victime 2 fois, une fois par ton agresseur, une fois par ceux qui auraient dû t'aimer inconditionnellement. » Lina sentit quelque chose se briser en elle. Pas quelque chose de douloureux cette fois, mais quelque chose qui l'emprisonnait depuis si longtemps qu'elle avait oublié comment c'était de respirer librement. « Mais pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi tu me crois alors que ma propre mère ?»« Parce que je sais reconnaître la vérité, » dit Idriss en essuyant doucement ses larmes avec ses pouces. « Parce que ta douleur est réelle, tes peurs sont légitimes, et que personne n'invente ce genre de souffrance pour attirer l'attention. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Et aussi parce que, contrairement à ta famille, je n'ai aucun intérêt à te faire taire, aucune réputation à préserver,
aucun secret de famille à protéger. Je peux t'entendre sans avoir peur de ce que ta vérité dit sur moi. » Ces mots frappèrent Lina comme une révélation. C'était exactement cela. Sa famille avait besoin qu'elle se taise parce que sa vérité dérangeait leur version des choses. « Ils me disent que tu ne peux pas avoir de bonnes intentions avec moi, » murmura-t-elle. « Que tu es trop bien pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Pour la première fois depuis longtemps, Lina s'autorisa à regarder au fond de son cœur, à faire confiance à son instinct plutôt qu'aux voix qui la parasitaient. « Je pense que tu es beau, » dit-elle avec une sincérité qui la surprit elle-même. « Je pense que tu es triste comme moi. Je pense que tu me regardes comme si j'avais de la valeur. »« Tu en as, » dit-il fermement. « Tu en as énormément. »« Lina, » dit finalement Idriss, « je vais te poser une question très directe et j'aimerais que tu me répondes en toute honnêteté. Est-ce que tu as envie de me faire confiance? Pas parce que quelqu'un te dit de le faire ou de ne pas le faire, mais juste toi, au fond de toi. » Elle n'hésita qu'une seconde. « Oui, alors fais-le, » dit-il simplement. « Fais-toi confiance et fais-moi confiance. Le reste, on verra bien. » Le lendemain matin, Idriss vint la chercher. Il était 8 heures et Lina cousait déjà depuis 1 heure, une habitude développée pour éviter les questions de tante Hélène au petit déjeuner, quand elle entendit le moteur familier de la Range Rover dans la rue. Elle regarda par la fenêtre et le vit descendre de voiture, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche, portant un sac en toile et ce qui ressemblait à une boîte à outils. « Il y a quelqu'un pour toi », annonça tante Hélène d'un ton glacial depuis le seuil du salon. « Ton ami. » Lina descendit rapidement, le cœur battant. Idriss l'attendait sur le palier, souriant mais avec une détermination nouvelle dans le regard. « Bonjour, » dit-il. « J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai une proposition à vous faire. »« Lina a du travail, » intervint tante Hélène depuis l'embrasure de la porte. « Elle ne peut pas... »« Bonjour, madame, » dit poliment Idriss en se tournant vers elle. « Je suis Idriss Kaba. » Il tendit la main, forçant tante Hélène à un semblant de politesse. « J'aimerais emprunter Lina pour la matinée, si elle est d'accord. J'ai un projet qui pourrait l'intéresser. » Tante Hélène serra brièvement la main tendue, visiblement mal à l'aise face à cette courtoisie irréprochable. « Quel genre de projet ?» demanda-t-elle d'un ton soupçonneux. « Un atelier ?» répondit Idriss sans se départir de son calme. « J'aimerais aménager un espace dans ma maison et j'aurais besoin des conseils de quelqu'un qui s'y connaît en couture et en agencement. » Ce n'était pas totalement un mensonge, mais Lina sentait qu'il y avait autre chose. Quelque chose dans ses yeux lui disait qu'il avait une idée précise en tête. « Tu peux y aller, » dit finalement tante Hélène, après un silence tendu. « Mais sois rentré pour le déjeuner. » Dans la voiture, Lina osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Un atelier ?» Idriss sourit, ce sourire mystérieux qu'elle commençait à connaître. « Patience, tu verras. » Ils roulèrent en silence jusqu'à la villa. Une fois garés, Idriss prit le sac et la boîte à outils et guida Lina vers l'arrière de la maison, vers une partie qu'elle n'avait jamais vue. Claire avait commencé à aménager cet espace, expliqua-t-il en ouvrant une porte-fenêtre qui donnait sur une véranda fermée. Elle voulait en faire son cabinet de consultation privé pour recevoir des enfants en dehors de l'hôpital, dans un cadre plus chaleureux. Lina découvrit une pièce magnifique, entièrement vitrée sur 2 côtés, baignée de lumière naturelle. Le sol était recouvert de tommettes anciennes et de poutres apparentes soutenaient un plafond mansardé qui donnait une impression d'intimité malgré la grandeur de l'espace. « Elle est morte avant d'avoir pu la finir », continua Idriss d'une voix plus douce. « J'ai longtemps laissé cette pièce fermée, mais hier soir, après votre départ, j'ai réfléchi. » Il posa ses affaires et se tourna vers elle. « Lina, vous m'avez dit que votre famille ne vous entend pas, que votre voix ne compte pas, que vous n'avez pas de place où être vraiment vous-même. » Elle hocha la tête, intriguée par où il voulait en venir. « Et si on créait cette place ?» Il désigna l'espace autour d'eux d'un geste large. « Et si cette pièce devenait votre refuge ? Un endroit où votre parole a de la valeur, où vos créations peuvent naître, où personne ne peut vous dire que vous n'avez pas le droit d'exister pleinement ?» Lina sentit son cœur s'emballer. « Vous voulez dire, je veux dire que cette pièce vous attend, » dit-il simplement, « si vous la voulez, pour coudre, pour créer, pour respirer, pour être Lina,
tout simplement. Elle regarda autour d'elle, imaginant déjà sa machine à coudre près de la grande fenêtre, ses tissus rangés dans des étagères sur mesure, un espace de coupe généreux, peut-être même un petit coin salon pour recevoir ses clientes dans de vraies conditions. « Mais je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle. « C'est trop. Je n'ai rien à vous offrir en échange. » Idriss s'approcha d'elle, prenant ses mains comme il l'avait fait la veille. « Lina, vous m'offrez déjà quelque chose d'inestimable. » Que quoi? Une raison de finir ce que Claire avait commencé, une façon de donner un sens à cet espace, de le faire vivre. Il sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ce sourire n'avait rien de triste. Et puis, qui dit que vous n'avez rien à offrir? Vous êtes couturière. Cette maison a besoin de rideaux, de coussins, de 1000 petites touches qui la rendraient plus habitée. Elle regarda leurs mains jointes, puis releva les yeux vers son visage. « Vous feriez vraiment ça? Pour moi? » ?»« Avec vous, corrigea-t-il. Nous allons le faire ensemble. Choisir les couleurs, disposer les meubles, créer un endroit qui vous ressemble. » Lina sentit des larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de joie pure. Personne n'avait jamais pensé à créer quelque chose spécialement pour elle. « D'accord, chuchota-t-elle. Oui, j'aimerais beaucoup. Parfait. » Idriss ouvrit sa boîte à outils et en sortit un mètre, un niveau, un carnet de croquis. Alors, Lina Moreau, architecte d'intérieur et couturière de talent, dites-moi, comment voyez-vous votre atelier idéal? Ils passèrent la matinée entière à mesurer, dessiner, imaginer. Lina découvrit qu'elle avait des opinions sur l'agencement, des idées sur l'éclairage, des préférences pour les matériaux. Idriss l'écoutait avec attention, notant chacune de ses suggestions, la traitant comme une vraie professionnelle. « Là, » dit-elle en désignant un angle près de la fenêtre, « ce serait parfait pour ma machine. La lumière du matin est idéale pour les travaux de précision. Et ici, » demanda Idriss en montrant un mur, « des étagères pour les tissus classés par couleur et par matière, et là-bas, une grande table de coupe. » Elle se prit au jeu, ses yeux brillants d'excitation. Et peut-être, dans ce coin, quelques fauteuils confortables pour recevoir les clientes. Excellente idée, il nota tout scrupuleusement. Et pour les couleurs? Blanc et bois naturel, dit-elle sans hésiter, avec des touches de verre d'eau, des couleurs qui apaisent, qui inspirent la créativité. Vers midi, ils avaient un plan complet. Idriss étala tous leurs croquis sur le sol et ils contemplèrent leur œuvre commune. « C'est magnifique, » murmura Lina. « Ça va vraiment exister? Si vous le voulez, nous commençons dès demain. » Il la regarda avec tendresse. « Mais Lina, il faut que vous compreniez quelque chose. Cet atelier, ce ne sera pas seulement un endroit pour coudre, ce sera votre territoire, un lieu où votre parole compte, où vos choix sont respectés, où personne ne peut vous dire qui vous devez être. » Elle comprit ce qu'il voulait dire. C'était plus qu'un atelier. C'était une déclaration d'indépendance. « Et si ma famille ne comprend pas ?» demanda-t-elle. « S'ils disent que c'est encore un de mes fantasmes, alors ils auront tort, » dit Idriss fermement. « Et vous aurez un endroit où vous réfugier en attendant qu'ils s'en rendent compte. » Il se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Lina, » dit-il en la regardant dans les yeux, « votre voix mérite d'être entendue. Vos rêves méritent de devenir réalité. Et vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, pas pour qui on voudrait que vous soyez. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps après qu'ils eurent quitté la véranda. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui offrait plus qu'un toit. Il lui offrait un foyer, plus qu'un espace. Il lui offrait la liberté d'être elle-même. Et cette liberté, elle commençait à comprendre qu'elle en était digne. L'orage éclata un mardi matin, 3 semaines après le début des travaux dans l'atelier. Lina était en train d'installer ses premières étagères, aidée par Idriss et un artisan qui l'avait embauché, quand elle entendit le bruit familier des talons loup-boutins sur le gravier de l'allée. Son sang se glaça. Par la fenêtre, elle vit sa mère remonter l'allée d'un pas décidé, suivie de près par tante Hélène, qui semblait presque courir pour la rattraper. « Elles sont là !» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Idriss, qui était en train d'ajuster l'étagère du haut, descendit immédiatement de son escabeau. Il vit la pâleur de Lina, la façon dont elle serrait ses mains l'une contre l'autre. « Qui ? Ma mère et ma tante. » Elle recula instinctivement vers le fond de la pièce. « Elles ont dû me voir partir avec vous ce matin. »
Les coups à la porte résonnèrent, dans toute la maison, impérieux, exigeants. « Voulez-vous que je les reçoive » proposa Idriss doucement. « Non !» Lina redressa les épaules, puisant dans une réserve de courage qu'elle ne soupçonnait pas posséder. « Non, c'est à moi de le faire, mais restez près de moi ?»« Toujours, promit-il. » Quand Idriss ouvrit la porte, Madeleine Moreau le toisa de la tête aux pieds avec ce regard glacial qu'elle maîtrisait si bien. Elle portait un tailleur noir qui lui donnait l'allure d'une veuve vengeresse. « Monsieur Kaba, je suppose. » Sa voix était coupante comme du cristal brisé. « Je suis Madeleine Moreau, la mère de Lina. »« Enchantée, Madame Moreau, » répondit Idriss avec une courtoisie irréprochable. « Entrez, je vous prie. Où est ma fille ?»« Je suis là, maman. » Lina apparut derrière Idriss et sa mère l'examina avec un mélange de colère et de déception. « Lina, nous rentrons. Immédiatement. » Non, le mot était sorti tout seul, clair et ferme. Madeleine cligna des yeux, surprise par cette résistance inattendue. « Comment ça, non ?»« Je dis non, maman. Je ne rentre pas. » Lina sentait ses jambes trembler, mais sa voix restait stable. « Je suis bien ici. » Tante Hélène intervint avec cette voix de fausse inquiétude qu'elle utilisait toujours pour masquer ses manipulations. « Lina, ma chérie, nous nous faisons du souci pour toi. Tu passes toutes tes journées ici. Tu négliges ton travail. »« Mes clientes vont très bien, » répliqua Lina. « J'ai fini toutes les commandes en cours. »« Ah oui ?» Madeleine sortit son téléphone de son sac. « Alors, explique-moi pourquoi Madame Pernaut m'a appelé hier pour se plaindre que sa robe n'était toujours pas prête ?» Lina sentit son estomac se nouer, mais tint bon. « Elle l'aura demain, je le promets. »« Et tu appelles ça un contretemps de jouer à la dinette dans la maison de monsieur ?» Elle se tourna vers Idriss, le regard chargé d'un mépris glacial. « Monsieur Kaba, j'ignore quelles sont vos intentions concernant ma fille, mais je vous préviens, Lina est fragile, très fragile. Elle a des antécédents psychiatriques, une tendance à confondre réalité et fantaisie. Elle n'est pas stable. Maman, arrête !» explosa Lina. « Non, je n'arrêterai pas. » Madeleine éleva la voix pour la première fois. « Tu recommences, Lina, exactement comme avec cette histoire d'oncle Marcel. Tu t'inventes une romance pour fuir tes responsabilités. Ce n'est pas imaginaire. » Les larmes montaient aux yeux de Lina, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'était de la rage pure. « Rien de ce que je vis ici n'est imaginaire. »« Vraiment ?» Madeleine sortit de son sac la fameuse enveloppe beige. « Tu veux que je lise à Monsieur Kaba ce que dit le docteur Beaumont sur ta relation particulière à la réalité ?»« Allez-y, » dit soudain Idriss. Tout le monde se tourna vers lui, surpris par cette intervention calme au milieu de la tempête. « Je vous demande pardon ?» dit Madeleine. « Lisez-moi ce rapport, » répéta Idriss avec un calme olympien. « J'aimerais entendre ce que ce psychiatre avait à dire. » Madeleine hésita, déstabilisée par cette demande inattendue. Elle s'attendait à ce qu'il prenne peur, qu'il recule devant le diagnostic. « Très bien, » dit-elle finalement en ouvrant l'enveloppe. « La patiente présente des troubles manifestes de la perception de la réalité, avec tendance à la fabulation et à l'invention d'événements traumatisants dans le but apparent d'attirer l'attention et la compassion de son entourage. » Elle leva les yeux vers Idriss, guettant sa réaction. Mais son visage n'exprimait aucune inquiétude. « Continuez, » dit-il. « Les allégations de la patiente concernant des abus sexuels de la part d'un membre de sa famille s'avèrent non fondées et relèvent d'une construction fantasmatique typique de l'hystérie juvénile. »« Et c'est tout ?» demanda Idriss. « Comment c'est tout ?» s'indigna Madeleine. Idriss s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis son arrivée, Lina vit sa mère reculer légèrement. « Madame Moreau, » dit-il d'une voix très calme, mais chargée d'une autorité nouvelle, « permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur ce rapport. » Il tendit la main. « Puis-je » Madeleine lui remit l'enveloppe, intriguée malgré elle. « Ce docteur Beaumont, » continua Idriss en parcourant les pages, « utilise des termes qui étaient déjà controversés dans les années où ce rapport a été rédigé. Hystérie juvénile. Cette notion a été abandonnée par la psychiatrie moderne depuis des décennies. » Il releva les yeux vers Madeleine. « Savez-vous quel est mon métier, Madame Moreau ? » « Non,
Je dirige une fondation qui lutte contre les violences faites aux enfants en Afrique de l'Ouest. J'ai financé des études, des centres d'accueil, des programmes de formation pour les professionnels. Sa voix se durcit imperceptiblement. J'ai lu des centaines de rapports d'expertise. Et celui-ci, madame, est un tissu d'incompétence et de parti pris. Le silence qui suivit était assourdissant. Tante Hélène regardait alternativement Idriss et sa sœur, ne sachant plus de quel côté se tourner. Madeleine, elle, avait pâli. Vous n'avez pas le droit de... J'ai le droit de protéger une femme que j'aime contre des accusations infondées, dit Idriss fermement. Et j'ai surtout le devoir de croire cette femme quand elle me raconte sa vérité. Une femme que j'aime. Les mots résonnèrent dans l'air comme une déclaration de guerre. Madeleine se tourna vers sa fille, les yeux flamboyants de colère. Tu vois, tu l'as embobiné. Tu l'as convaincu avec tes mensonges, exactement comme tu as essayé de nous convaincre. Ce ne sont pas des mensonges, hurla Lina, explosant enfin après des années de silence. L'oncle Marcel m'a touché, il m'a fait des choses horribles. Et toi, au lieu de me protéger, tu m'as fait taire. Marcel était un homme bien, un père de famille. Marcel était un prédateur. Lina tremblait de tout son corps, mais elle continuait. Et toi, tu le savais, tu l'as toujours su, mais c'était plus facile de dire que j'étais folle plutôt que d'affronter la vérité. Comment oses-tu... Ah, comment j'ose. Lina fit un pas vers sa mère, et pour la première fois de sa vie, Madeleine recula devant sa fille. Comment j'ose enfin dire la vérité? Comment j'ose refuser de porter votre honte à votre place? Elle désigna l'enveloppe que tenait toujours Idriss. Ce rapport, maman, c'est votre police d'assurance, votre façon de vous débarrasser de ma parole gênante, mais je ne me tairai plus jamais. Madeleine se tourna vers Idriss, tentant une dernière manœuvre. Monsieur Kaba, vous ne la connaissez pas comme nous la connaissons. Elle est malade, elle a besoin de soins. Madame Moreau, l'interrompit Idriss d'une voix glaciale. Je vais vous demander de quitter ma maison. Immédiatement. Vous ne pouvez pas. Si, je peux. Il s'avança vers la porte d'entrée et l'ouvrit largement. Et si vous continuez à harceler Lina, à propager des mensonges sur sa santé mentale ou à tenter de la déstabiliser par quelque moyen que ce soit, j'userai de tous les recours légaux à ma disposition. Madeleine et Hélène échangèrent un regard affolé. Elles n'avaient manifestement pas prévu cette résistance organisée. Lina, dit Madeleine d'une voix où perçait pour la première fois une note de supplication, tu es ma fille, ne fais pas ça, ne détruis pas notre famille pour cet homme. Lina la regarda longtemps et quand elle parla, sa voix était d'un calme surprenant. Maman, tu as détruit notre famille le jour où tu as choisi de protéger l'oncle Marcel plutôt que ta propre fille. Moi, je ne détruis rien, je me reconstruis. Madeleine comprit qu'elle avait perdu. Sans un mot de plus, elle sortit de la maison, suivie par Hélène, qui lança un dernier regard mauvais à Idriss. Quand la porte se referma, Lina s'effondra dans les bras d'Idriss, secouée de sanglots, mais pour la première fois de sa vie, c'étaient des sanglots de libération. 2 ans plus tard, le soleil de juin filtrait à travers les grandes fenêtres de l'atelier, créant des rectangles dorés sur le parquet ciré. Lina leva les yeux de sa machine à coudre et sourit en voyant l'animation qui régnait dans son espace. Sophia, 16 ans, penchée sur un ourlet qu'elle apprenait à faire à la main. Amina, 14 ans, en train de dessiner un modèle de robe qu'elle espérait réaliser pour sa sœur. Et Léa, 17 ans, qui aidait Lina à terminer une commande urgente pour un mariage. « De Madame Lina », dit Sophia en levant sa broderie. « Vous pensez que c'est assez régulier ?» Lina examina le travail avec attention. Les points étaient encore un peu inégaux, mais on sentait la progression, la passion naissante. « C'est beaucoup mieux que la semaine dernière », dit-elle encourageante. « Continue comme ça, tu as des mains d'or en devenir. » L'atelier était devenu exactement ce qu'Idriss et elle avaient imaginé 2 ans plus tôt, mais bien plus encore. Ce qui avait commencé comme un refuge personnel s'était transformé en un lieu de transmission et d'épanouissement. 3 fois par semaine, des adolescentes du quartier venaient apprendre la couture, mais aussi, et surtout, apprendre à s'exprimer, à avoir confiance en elles, à croire en leurs rêves. L'atelier des voix, comme l'avait baptisé Amina, était devenu bien plus qu'un cours de couture.
C'était un espace où les jeunes filles pouvaient parler librement, où leurs paroles avaient du poids, où leur création était célébrée. « Madame Lina », dit Léa, en s'approchant avec la robe qu'elle venait de terminer. « Regardez ce que j'ai fait. » Une robe de demoiselle d'honneur en soie rose poudrée aux finitions parfaites. Léa, qui était arrivée il y a 6 mois en ayant peur de toucher une aiguille, créait maintenant des pièces dignes d'une professionnelle. « C'est magnifique », dit sincèrement Lina. « Tu peux être fière de toi. C'est grâce à vous, » murmura Léa en rougissant. « Avant, je n'osais rien faire. Je pensais que j'étais nulle en tout. »« Tu n'étais pas nulle, » corrigea doucement Lina. « Tu avais juste besoin qu'on te donne une chance de montrer ce dont tu étais capable. » C'était exactement ce qu'Idriss lui avait offert 2 ans plus tôt. Une chance de se découvrir, de s'épanouir, de devenir qui elle était vraiment. Une fenêtre s'ouvrit et Idriss entra, portant un plateau avec du thé à la menthe et des pâtisseries qu'il avait achetées chez le pâtissier marocain du quartier. Les filles l'accueillirent avec des sourires ravis. Il était devenu une figure paternelle pour beaucoup d'entre elles, celui qui les écoutait sans juger, qui croyait en leurs projets les plus fous. « Comment se portent mes couturières préférées aujourd'hui ?» demanda-t-il en posant le plateau sur la table centrale. Pendant que les filles lui montraient fièrement leur réalisation, Lina observait cette scène qui était devenue familière et qui continuait pourtant de l'émouvoir. Idriss écoutait chaque explication avec attention, posait des questions pertinentes, félicitait sincèrement. « Et toi ?» demanda-t-il en s'approchant de Lina. « Comment va la robe de la mariée capricieuse ?» Lina rit. Elle a changé d'avis encore 3 fois sur la longueur de la traîne, mais c'est presque fini. « De Madame Lina ?» dit soudain Amina. « Est-ce que vous allez nous raconter votre histoire aujourd'hui ?» C'était devenu un rituel. Chaque mois, pendant la pause du goûter, l'une des filles demandait à Lina de raconter son parcours. Comment elle était passée du silence à la parole, de la peur à la confiance, de la solitude à l'amour. « Vous ne vous lassez jamais de cette histoire ?» demanda Lina en souriant. « Jamais !» répondirent-elles en chœur. Lina s'assit dans le petit cercle qu'elle formait toujours pour ces moments de partage. « Il était une fois, » commença-t-elle, « une jeune femme qui croyait que sa voix ne comptait pas, qui pensait que ses rêves étaient trop grands pour elle, que son histoire était trop sombre pour intéresser qui que ce soit. Les filles l'écoutaient avec cette attention particulière qu'on réserve aux contes qui nous concernent personnellement. Cette jeune femme avait vécu des choses difficiles, continua Lina, des choses que sa famille préférait oublier, ignorer, nier. Alors, elle s'était tue, elle avait appris à coudre en silence, à exister, sans déranger. Et puis, murmura Sophia, bien qu'elle connaisse la suite par cœur. Et puis un jour, sous la pluie, un homme s'est arrêté. Un homme qui avait lui aussi connu la douleur, qui savait ce que c'était de porter un chagrin trop lourd. Il ne lui a pas promis de la guérir. Il ne lui a pas dit que tout irait mieux. Il lui a juste dit 3 mots. « Lesquels ?» demandèrent-elles, jouant le jeu. « Je te crois. » Un silence émouvant suivit ces mots. Lina savait que chacune de ses filles portait ses propres blessures, ses propres secrets, ses propres doutes, et que ces 3 mots résonnaient différemment pour chacune d'entre elles. « Et c'est tout ?» demanda Léa. « Il a suffi de 3 mots ?»« Non, » sourit Lina. « Il a fallu beaucoup plus que 3 mots. Il a fallu du courage. Le courage de me faire confiance, de lui faire confiance, de faire confiance à ce qui naissait entre nous. Il a fallu que j'apprenne à parler, à occuper l'espace, à croire que je méritais d'être heureuse. » Elle regarda Idriss, qui l'écoutait depuis le seuil de la pièce. « Et il a fallu que j'accepte l'amour, le vrai, celui qui ne demande pas qu'on change, qui ne pose pas de conditions, qui ne juge pas. L'amour qui dit « Tu es parfaite comme tu es, et je veux t'aider à devenir qui tu rêves d'être. » « Et maintenant ?» demanda Amina. « Vous êtes heureuse pour toujours ?» Lina éclata de rire. « Maintenant, nous construisons le bonheur tous les jours. Nous nous disputons parfois, nous avons nos petites habitudes, nos moments de doute. Nous ne sommes pas dans un conte de fées, nous sommes dans la vraie vie. » Elle se leva et fit un geste qui englobait l'atelier, les filles, la maison, le jardin. « Mais regardez ce que nous avons créé avec cette vraie vie. Regardez qui vous êtes en train de devenir.
Chacune d'entre vous apprend à faire entendre sa voix, à créer de la beauté, à croire en ses rêves. C'est ça le vrai bonheur, pas une fin parfaite, mais un commencement qui n'en finit jamais. Les filles applaudirent, et Lina sentit cette joie familière l'envahir. Cette joie de transmettre, de voir s'épanouir, de participer à la naissance de nouvelles voix. Le soir, après le départ des filles, Lina et Idriss se retrouvèrent seuls dans l'atelier baigné de la lumière dorée du couchant. Ils avaient pris l'habitude de ces moments-là où ils faisaient le bilan de la journée, partageaient leurs impressions, leurs projets. « Sophia progresse vraiment bien », dit Lina en rangeant les fils éparpillés. « Oui, et surtout, elle ose parler maintenant. »« Tu te souviens comme elle était timide au début ?» Lina acquiesça. « C'est notre plus belle réussite. Pas les robes qu'elles apprennent à coudre, les voix qu'elles apprennent à libérer. » Idriss s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu sais ce que Claire aurait pensé de tout ça ?» murmura-t-il. « Quoi ? Elle aurait adoré. Cette pièce qu'elle voulait consacrer aux enfants, tu l'as transformée en quelque chose de magnifique. Tu as donné un sens à son rêve. » Lina se retourna dans ses bras et leva les yeux vers lui. Après 2 ans, elle s'émerveillait encore de pouvoir lire l'amour dans ce regard. « Tu crois qu'elle nous bénit ?» demanda-t-elle. « J'en suis certain. » Il l'embrassa tendrement. « Elle sait que son amour pour moi ne s'est pas perdu. Il s'est transformé en amour pour toi, puis en amour pour toutes ses filles, puis en amour pour la vie elle-même. » Ils restèrent enlacés quelques minutes, regardant par la fenêtre le jardin où la nuit commençait à tomber. Au loin, les lumières du quartier s'allumaient une à une, comme autant de petites étoiles terrestres. « Lina, » dit soudain Idriss, « est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où nous avons aménagé cet atelier? Que j'avais peur que ce soit trop beau pour être vrai? Oui, et maintenant ?» Lina sourit en regardant autour d'elle. L'atelier où résonnaient encore les rires des filles, les murs couverts de leurs créations, la machine à coudre qui n'était plus un instrument de solitude mais de partage, les fenêtres grandes ouvertes sur un avenir plein de possibles. « Maintenant, je sais que le bonheur n'est jamais trop beau pour être vrai, » dit-elle. « Il faut juste avoir le courage de l'accueillir quand il se présente. » Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que le chant des oiseaux dans le jardin et le bruit lointain de la ville qui s'apaisait. 2 cœurs qui avaient appris à aimer, une maison qui avait appris à revivre, des voix qui avaient appris à s'élever. Certaines histoires ne finissent pas par « ils vécurent heureux », mais par « ils apprirent à être heureux ». Et c'est peut-être la plus belle des fins, celle qui ressemble à un commencement. Et ainsi, la voix de Lina s'est transformée d'un murmure réduit au silence en un chœur d'espoir, prouvant que 3 mots « je te crois » suffisent à changer une vie entière. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez dans les commentaires le mot « courage ». Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Radio Romance et aidez-nous à atteindre les 0 abonnés.